1960 n'est pas arrivé comme ça. Voilà pourquoi il faut remonter au minimum 15 ans avant. Et la période 15 ans avant, c'est 1900 à période 1944 à 1960. Au moins 15 ans avant. 1944, ça marque quoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent. Nous étions au Bénin, donc l'ancien Dahomey, colonie, donc des dominés. Mais 1944-45, ça marque quel événement par rapport à l'histoire de la France qui nous dominait? La France avait des problèmes parce que en plein à la Deuxième Guerre mondiale. Et la France avait besoin du soutien de ses colonies. À quel niveau? Sur le plan d'abord des gens qui vont aller combattre pour elles en Europe pour une guerre qui ne les concernait pas. 2. Mais ceux qui sont à la guerre ne sont plus là, ne sont pas pour travailler. Il faut les entretenir du point de vue alimentaire, et ainsi de suite. La France a encore besoin de nos ressources agricoles, à tous les niveaux, pour l'entretien des troupes. Et deuxièmement, pour les gens qui iront combattre. Vous avez entendu les soldats qu'on recrutait pour les envoyer là-bas. Alors c'est à ce moment-là, justement, que les Africains, par rapport à ce qu'ils ont subi, quand je dis les Africains en général, et nous autres Béninois aujourd'hui en particulier, donc les Africains ont dit cette fois-ci-là, il y a une condition pour pouvoir soutenir la France. La seule condition, c'est qu'après la guerre, l'indépendance, la liberté. Mais comme la France avait des problèmes, est-ce qu'elle avait d'autres réponses que de promettre? Parce que c'était la condition. Je dis, mais si vous voulez réellement que nous vous aidions, alors, après la guerre, nous voulons l'indépendance. Voilà pourquoi, lorsque la Seconde Guerre mondiale est terminée, la France a promis qu'il y avait l'indépendance. Effectivement, lorsque la guerre est terminée, on a dit maintenant, il faudrait faire de la colonie, donner une personnalité politique. Voilà comment déjà les premiers pas de notre libération, de notre indépendance a commencé. Donc, au niveau des 15 ans indépendants, puisqu'on a dit autorité politique, et c'est en ce moment-là, autorité politique veut dire quoi? Il faudrait que cette fois-ci, la colonie de Dahomey, et je parle de Dahomey parce que c'est notre cas qui nous intéresse, la colonie de Dahomey doit être représentée à l'Assemblée nationale française. Il y avait, je crois, 522 membres. Et je crois que ces 522 membres, ils ont réservé un quota pour leur colonie et d'outre-mer. Je crois 65 par là. Et c'est sur les 65, pour nous, ce qui nous revient, c'était un seul siège. Et ce siège, n'est-ce pas, pour le Dahomey et le Togo. Pourquoi le Togo? Parce que quand l'Allemagne a perdu la guerre, ces colonies ont été annexées aux colonies aux puissances qui ont eu à remporter la guerre. Donc le Togo étant on est frontalier, donc la colonie allemande, là, l'Allemagne a perdu la guerre, on a annexé le Togo au Dahomey. Voilà pourquoi la colonie de Dahomey et du Togo avait un seul siège. Et c'est là déjà qu'il faudrait, à l'époque, les têtes qui émergeaient, il y avait Apiti, Ahoumadegbe, Émile Poisson, et autres. Maintenant, lorsqu'on a dit qu'il faut choisir un, parmi ceux qui émergeaient là, alors les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé, puisqu'il n'y avait pas de parti politique, et il fallait quand même désigner quelqu'un pour, comment on appelle, à l'Assemblée nationale, au niveau des têtes qui émergeaient là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà là, les premiers malentendus. Et, bien naturellement, Apiti veut, tout ce que j'ai cité là voulait. Bon. Or, il s'est fait que Apiti
avait une bonne position parce qu'il était soutenu par le révérend père Opier. Et bon an, mal an, et c'est Apiti qui a été retenu pour justement prendre ce siège-là. Et en 1947. Donc, pour la seconde élection. Donc, comme il n'y avait pas de parti politique, et donc, c'était des comités électoraux qu'on avait formés, je crois près de 42 comités électoraux sur l'ensemble de la colonie. Et une fois qu'ils sont mobilisés, pour d'abord ces premiers sièges-là, il y en avait accordé 2 au Dahomey, mais 1 pour ce que nous appelons, nous, les colonisés, et 1 pour les citoyens. Les citoyens, c'était les Français qui étaient sur place. C'est ainsi que, pour nous, c'est Apiti qui a été retenu, et pour les citoyens, donc les Français, c'est le révérend père Opier. Donc, il y avait 2 comités. Il y a le comité des indigènes et le comité des citoyens. Donc, c'est ainsi que, pour ce qui nous concerne, on avait un seul siège et le représentant pour la France, c'est le révérend père Opier. Voilà comment le révérend père Opier était député pour le comité et Apiti. Alors, déjà là, par rapport à ce qui va se passer, sur la manière dont on va gérer notre indépendance, et là, il faut être très, très attentif. Une fois qu'ils ne s'étaient pas entendus, ils ont fini, terminé, on a dit maintenant, il y a la nécessité de pouvoir créer un parti politique en bonne et due forme. D'où la création d'un parti unique. Union progressiste dahoméenne, UPD. C'était le seul parti qui regroupait l'ensemble, je dis bien l'ensemble de nos personnalités qui émergeaient à l'époque. Mais ça va en 1947. Mais ça ne va pas faire long feu. Pourquoi? À cause des malentendus. Alors, lorsque, et après, d'abord, après les élections législatives, bon, il y a eu des élections aujourd'hui qu'on appelle les conseillers et tout ça, il y a des autres élections. Bon, Apiti a fini son premier mandat. On dit maintenant le second mandat. Pour le second mandat, on dit bon, il faut reconduire Apiti qui est député sortant et mettre comment on appelle, puisqu'on a dit que le Dahomey s'était bien comporté, il fallait lui accorder un second siège. Donc il y a eu un second siège. Mais comme c'est un parti unique, il faut reconduire Apiti, tête de liste et second. En l'occurrence, Idelin Sensou. Ah, c'est là ceux qui étaient déjà, comme on a dit, Aouma Degbe, Mi Poisson, qui étaient déjà contre le choix d'Apiti dès la première élection. Alors là, on dit cette fois-ci, ça ne passera pas comme ça. Il faut mettre, comment on appelle, sous tête et mettre, comment on appelle, Apiti second, lui qui est député sortant. C'est là où la France a eu à dire, si ils ne veulent pas reconduire Apiti tête de liste, ils n'ont qu'à quitter leur liste Union progressiste dahoméenne pour venir sur la liste Union française. Vous verrez que c'est sur l'Union française que Apiti est redevenu député pour son second mandat. Première fragilité au niveau de ce parti. Deuxième fragilité, quand bien sûr il est parti. Deuxième problème, cette fois-ci, jusque-là, on a dit maintenant, lorsqu'il y a eu 2 sièges pour le pays, il faudrait aussi, parmi les élus sur l'ensemble du territoire national, par rapport au nord, il faudrait donc prendre un au nord, en particulier le président, Maga, qui émergeait, qui était bien sûr directeur, était un enseignant, directeur d'école, que vous pouvez prendre pour être second. Comme parti unique et Apiti tête de liste et Maga second, ainsi de suite. Alors là, c'est là que la crise a commencé. C'est pour cela que les Béninois doivent bien comprendre d'où nous venons là.
Alors, cette fois-ci, quand on dit, mais non, qu'on ne peut pas prendre quelqu'un du Nord, Maga, c'est la manière dont ça a été refusé. Il a été dit, ceux qui étaient venus pour négocier ce siège-là, dit non, que comment on appelle les populations de la partie septentrionale ne sont pas encore assez mûres pour mériter un siège à l'Assemblée nationale française, puisque c'était à Paris, n'est-ce pas, que c'est siégeait. Vous comprenez par rapport à ces questions-là? Alors, finalement, je se dit, mais cette fois-ci-là, est-ce que, qu'est-ce qu'ils font? C'est là qu'ils ont décidé de s'entendre pour aller aussi à cette compétition-là, à cette compétition. Alors, en faisant quoi? Il n'y a que 5 partis. Ils ont dit qu'ils vont faire une liste d'indépendants. Bon, et ils ont constitué une liste d'indépendants. Mais la liste doit avoir un nom. Alors, c'est là, à l'époque, leur génie à eux, à l'époque, là, et comment, quel nom trouver pour que les différentes communautés, dans l'ensemble de l'appareil septentrional, puissent se sentir concernés. C'est là, il y a eu le parti là, qu'ils l'ont dénommé Groupement ethnique du Nord Dahomey. Voilà ce qui est accroché à la peau de l'ensemble des populations de la partie septentrionale pour dire voilà les régionalistes. Et naturellement, ils sont. En même temps, lorsque pour les premières élections, bien avant tout ça, Ahuma Degbe était bien implanté à Porto Novo. Il dit bien implanté à Porto Novo. Et là-bas, il s'est présenté pour les différentes élections. Il était bien là-bas. Il a été même élu, mais il n'a pas pu siéger dans la mesure où, à Porto Novo, on lui a dit, il n'est pas Goum Porto Novo, que c'est pour les Goum. Et il est fond. Il n'a qu'à retourner chez lui à Abomey. Voilà les problèmes. C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, de rejet, c'est du sectarisme, même ça. Nous, voilà comment Ahuma Degbe, fâché, et il avait, comment on appelle son cabinet à Porto Novo, il est venu installer à Paraco. Et voilà l'origine de l'opposition entre Ahuma Degbe et Apiti. Et du coup, entre Abomey et Porto Novo. Bien avant même que le cas de comment on appelle, de Maga arrive. Alors, du coup, on dit, mais si on parle de, comment on appelle, de l'ethnocentrisme, du régionalisme, voilà là où ça a commencé, bien avant ce qui s'est passé par rapport au groupement ethnique du Nord Dahomey. Vous comprenez par rapport à ces questions-là? Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on ne suit pas bien les choses, on risque pas bien comprendre. Or, il s'est fait que ce qui se passe entre Abomey et Porto Novo, c'est par rapport à la colonisation. Au moment où Béhanzin, lui, combattait les forces françaises pour les dérouter et tout, c'est en ce moment-là que Tofa Ier, et lui, il les accueille. En signant, je crois, en 1890, le protectorat avec la France. Et il se protégeait contre qui? Contre Dongo Dabomey. Voilà ce qui fait que, quand bien même du point de vue culturel et tout, ils avaient les mêmes sources et tout, mais le fait de dire que, comment on appelle, Ahuma Degbe, il est fond, il n'a qu'à retourner chez lui, et à Porto Novo, c'est pour les Goum, c'est là l'ethnocentrisme en question. Et il faut savoir à quel niveau c'est tout nos maladies, nos défauts. Donc, du coup, quand Ahuma Degbe, d'abord au niveau des rois, à Béhanzin et Tafa Ier, problème, et que les autres ont pris en héritage, et au moment où maintenant, ils ont commencé à dire, mais Ahuma Degbe évolue, à Piti, de l'autre côté, ils ont pris en héritage cette inimité-là entre les deux. Surtout que Tafa Ier avait été élevé quand même à la cour d'Abomey.
nous, voilà les premiers problèmes de fond avant que un autre problème ne vienne, celui des gens du Nord, à savoir le rejet de la candidature d'un ressortissant de la partie septentrionale. Or, soit dit en passant, pour le premier mandat, je dis bien pour le premier mandat de la Piti, mais pour la campagne, parce que les gens faisaient la campagne, qui était le directeur de campagne d'Apiti dans tout le Nord? Ça, tu vous posez cette question-là. Parce que chaque fois que les gens disent « Ah, les gens du Nord, les gens du Nord, les gens du Nord », là, il vaut mieux qu'on en finisse parce qu'il faut qu'on sache comment les choses sont passées. Mais Apiti, qui était son directeur de campagne, si ce n'est pas Maga, s'il y a un autre, comme le dit moi, ça, je ne connaissais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est Maga qui était le directeur de campagne d'Apiti dans tout le Nord. Deuxième élément, du point de vue historique, parce que quand on parle de l'histoire, c'est pour qu'on puisse corriger, savoir à quel niveau se trouvent nos problèmes et pouvoir leur apporter des solutions adéquates. Je veux aussi quelque chose que je ne connais pas. Si je connais, comme le dit. Lorsque Apiti était le seul candidat qu'on a retenu, qu'on me dise dans toute la partie septentrionale, un seul qui a voulu se présenter contre Apiti. Ça, si je me trouve là aussi, je vais dire merci, parce que j'aurais aussi repousser les bords de mon ignorance par rapport à ça. Donc, pour la première mandature, là, aucun élément du Nord n'a été contre Apiti. Personne. C'est lorsque, comme je le dis, à la deuxième mandature, il y a eu deux. Comme il y a eu deux sièges, maintenant un dans la partie septentrionale et comment on appelle Apiti dans la partie méridionale pour pouvoir chercher à faire la cohésion. Et je vous ai dit, voici les réponses qu'on leur a données. Alors, du coup, quand les gens sont partis en indépendant, alors, pour ce deuxième mandat, alors, on en est arrivé, du scrutin, on en est arrivé à 6 listes. 6 listes, et comme ils n'ont pas voulu reconduire Apiti et la liste unique de Lyon pour être domaine, ils ont préféré Zinsou. Donc, Zinsou a pris la tête. Moi, j'ai l'ensemble de toutes ces listes-là. Alors, au résultat, on va aller très vite. Au résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Apiti est redevenu député en prenant le premier siège avec près de 50 quelques mille voix. Et ironie du sort, c'est ceux qui ont été rejetés parce qu'ils n'étaient pas assez mûrs pour mériter un siège. Ce sont eux qui enlèvent le second siège avec 49 000 et quelques voix. Voilà comment, pour la deuxième mandature, Maga est devenu une personnalité politique avec laquelle il faut compter. Voilà comment aussi, n'est-ce pas, les trois têtes là, Apiti, Aoumadegbe et Maga. Comme Aoumadegbe a quitté, sont allés créer donc le BPA, Bloc populaire africain. Bref, c'est pour dire que déjà, le parti unique qui portait l'espoir de l'unité de notre pays ça n'a pas fait long feu. Alors, du coup, voilà comment les trois têtes. Alors, une fois que les trois têtes se sont retrouvées, alors, Maga et Aoumadegbe, entendu. Bon, la mal, on est arrivé, on dit, bon, maintenant, qui a, peut-être, puisque c'est une indépendance négociée, Aoumadegbe et Maga étaient dans le gouvernement d'Apiti, puisque Apiti qui était en très bonne position, après le colon, c'est Apiti. Et dans son gouvernement, c'est Aoumadegbe, Maga, ainsi de suite. Jusqu'en 58 et 59. Donc les textes sont là. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a les trois têtes, quand c'est une indépendance négociée, bon, on dit, bon, entendez-vous, pour désigner un qui doit pouvoir vous prendre pour être le premier président de la République de Dahomey. Quand ils se sont retrouvés à Porto Novo, c'est ce qu'on appelle les non-dits de l'histoire politique. Quand ils se sont retrouvés, on dit, bon, qui, parmi les trois? Maga lui dit, moi, je suis minoritaire par rapport à vous. Et je voudrais tout simplement, que ce soit à Aoumadegbe ou à Apiti, lui n'a pas de problème. Quand lui s'en va à Parakou. Le premier à l'appeler, c'est qui? C'est Aoumadegbe qui appelle Maga pour lui dire, il ne faut pas laisser l'homme de Porto Novo la prendre. Il a vraiment dit non, lui, il n'est pas intéressé.
Apidi, ne sachant pas que Ahoumadegbe avait appelé Maga, c'est Apidi qui appelle Maga. Pour dire qu'il ne faut pas laisser l'homme d'Abomey apprendre. Il richait la même réponse. Ahoumadegbe revient à la charge. C'est lui qui appelle Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire pour dire de tout faire pour que justement Maga accepte. Voilà comment, avec l'intervention de Houphouët-Boigny, que Maga a accepté. Maga qui a accepté prendre la tête du pays. Est-ce qu'il va se sentir à l'aise à Porto-Novo dans le fief d'Apiti? Voilà pourquoi, comme on le dit, et au fur et à mesure, il a vu que cette entente Apiti et comment on appelle Ahoumadegbe et Maga, c'est un danger pour lui. Voilà comment il a essayé de jouer à la politique pour tirer Maga de son côté et mettre Ahoumadegbe en minorité pour pouvoir proclamer l'indépendance. Voilà comment Maga, président de la République, et Apiti, qui était ambassadeur, donc son vice-président, et à cause de la mésentente qu'il y a entre Ahoumadegbe et Apiti. Alors, ceci dit, une fois que les deux ont commencé, vous avez vu, 1 an, 2 ans, 3e année, ce qui n'était jamais passé, c'est l'entente cette fois-ci entre Ahoumadegbe et Apiti. Vous comprenez bien. Voilà comment, et cette fois-ci, il y a un rapprochement entre Apiti et Ahoumadegbe pour constituer, pour mettre Maga à côté. C'est là l'origine du premier coup d'État, 28 octobre 1963, à savoir le désordre. Cette fois-ci, ils ont parlé d'un axe Abomey, Alada, Porto-Novo contre l'hégémonisme du Nord. Et voilà comment, quand ils se sont retrouvés, les deux, à partir de 63. Mais de 63 jusqu'à 70, vous avez vu ce que nous avons connu, ça fait 12 ans, de 1960 comment on appelle, à 72, on a 12 ans d'indépendance, mais sur les 12 ans, on a connu minimum 8 coups d'État. 8 coups d'État, c'est ce qu'on appelle l'instabilité chronique, ce qui a justement retardé le développement de notre pays. Nous, c'est le dernier coup d'État, là, c'est celui de 1972, le GMR. Donc, voilà par rapport à l'histoire politique. Quand vous avez bien fait de dire, un peu en arrière, si on ne comprend pas, si on ne voit pas ce qui s'est passé 15 ans avant, il est difficile de savoir comment nous avons les difficultés dont nous gérons les conséquences jusqu'à présent. Et quand on prend les 63 ans, il y a 30 ans, je dis bien 30 ans avec des hauts et des bas. Donc c'est de 60 à 90. Maintenant, de 90 à maintenant, avec 33 ans, d'où les 63 ans que nous avons. Et c'est par rapport à tout ce que nous avons comme problème, comme difficulté, comme problème de personnes, comme problème de ceci, comme problème de cela, que nous dit finalement, assoyons-nous pour que nous puissions nous parler. Et le génie créateur a permis qu'il y ait cette conférence nationale des forces vives de 1990, et où des décisions, des recommandations, tout a été pris, qu'on est en train de mettre en œuvre depuis 33 ans. Et là aussi, vous avez vu, ça n'a pas été fait. Déjà, en 91, il a failli. En 91 et 93, il y a eu l'instabilité, vous avez vu, mais d'une manière ou d'une autre, ce qu'on retient, c'est les résultats, à savoir nous avons une stabilité au moins d'une trentaine d'années. Et voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention chaque fois, chaque année, qu'on se demande d'où on vient. Quel est le chemin parcouru? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Pour que nous-mêmes, là, nous puissions nous parler et régler nos problèmes à l'interne. Parce que quand vous n'arrivez pas à régler vos problèmes internes, c'est de l'extérieur que les gens viennent vous déstabiliser complètement. La belle preuve est que les populations, en réalité, n'en sont pour rien. Je suis un acteur politique, bien sûr. Il a été, bien sûr. La plupart du temps, ce sont des acteurs politiques qui sont à la base des problèmes. La belle preuve est qu'une fois que les élections finissent, est-ce que vous entendez encore parler? Mais c'est dans les millions de « Ah, le lait du Nord, ah, le lait du Sud ». Mais écoutez, moi je suis géographe,
Pourquoi tout le temps c'est le nord, c'est le sud? Il n'y a pas l'est, il n'y a pas l'ouest. Donc, sincèrement, tout ce que nous avons vu, si on dit de parler de l'histoire, d'en parler, les non-dits, il y a les non-dits de l'histoire politique que les gens ne connaissent pas. Mais personnellement, la force que j'ai eue à rencontrer la plupart. Tous les confidents qui ont augmenté, me fait, les responsables politiques là, tous, les insous, partout. J'ai leur témoignage, j'ai tout. Les différents témoignages qu'ils ont eu à faire par rapport à X ou Y. Donc, c'est pour vous dire, frère, et cette rencontre, les faits sont là. L'histoire n'a pas d'autre intérêt. C'est un couteau à double tranchant. Si on veut construire une nation, c'est l'exploitation des faits historiques. Si on veut détruire aussi une nation, c'est encore là. Nous, l'histoire, ce n'est pas seulement pour faire la place. L'histoire, c'est des faits passés. On regarde, on en tire des leçons pour aller loin. Et c'est pour cela, à ce niveau-là, le peuple béninois a eu quand même une certaine force. Quand il y a l'extrême là, qu'on n'arrive pas. Parce qu'on en est arrivé jusqu'à demander à ce que le pays là soit divisé en deux. Vous avez entendu parler de l'état de l'Atabor ou l'état de Bozama. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est autour de toutes ces crises-là pour dire qu'on n'en peut plus. Donc, bon, là, moi, là, on a traversé tout ça. Et on en est arrivé là. Si l'on par exemple, des changements de nom d'Ahomey en Bénin, tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Ça a des raisons d'être. Donc voilà pourquoi nous devons tout faire. Je dis absolument tout faire pour ne pas laisser un mauvais héritage aux générations qui viennent. Parce qu'on le veuille ou pas, les générations passent. Et le souhait, c'est que les générations qui arrivent soient toujours meilleures à celles qui passent, en tirant leçon des forces des générations qui passent et en tirant leçon aussi de leurs faiblesses. Il y en a. Voilà pourquoi, lorsque réellement on veut construire le Bénin, dans un pays, il faut connaître tout ça. Ben, l'histoire, c'est du lait versé. On ne ramasse pas, mais on en tire et on fait ce qu'il faut faire. Honnêtement, reconnaître ce qui est sa part de responsabilité et avancer. Sinon, ce n'est pas bien. Ouais, ce n'est pas bien. Nous avons un très bon pays. Et d'une manière ou d'une autre, on se parle. Vous avez vu sur l'ensemble du territoire national, quand les élections finissent, là, vous avez vu comment qui parle de qui, de quoi, ainsi de suite. Mais c'est lorsque des intérêts individuels sont en jeu qu'on essaie de manipuler ici ou Y pour assouvir les affaires. Non. Le pays, c'est pour tout le monde. Et c'est cela, cette vision-là, fait que sur le plan économique, nous avons des problèmes. Quel problème on a eu sur le plan économique? De tous les régimes qui sont succédés jusque-là, il y a quelque chose qui ont raté. Regardez l'ensemble, tout ce que nous avons comme potentialité dans notre pays, depuis la côte jusqu'au niveau du fleuve Niger là-bas, de l'est à l'ouest, tout ce que nous avons comme potentialité naturelle. Je dis bien naturelle. Qu'est-ce qu'ils ont raté? Et je le dis, c'est de pouvoir développer les potentialités là où sont, pour l'intérêt de tout le monde. Je vais donner un exemple très simple. Quand, au temps de Ahomey Béla, les sacs de jute, il va construire une usine pour produire les sacs de jute. La matière première à exploiter, c'est à 15 km de Parakou. Mais lorsqu'il était question d'installer l'usine pour exploiter ça, on a mis ça entre Boycon et Abomey. Oui. Du point de vue économique, ce n'est pas rentable. Regardez le nombre de 10 ans pour la matière première. Parce qu'on crée quelque chose pour avoir des profits et tout ça, pour que des jeunes puissent avoir de l'emploi et tout. Mais ceux qui veulent, les ruines sont là. Alors, ça a un impact négatif sur le coût de revient. Et du coup, l'usine est morte, et ça bellement, puisque la matière première, c'est de là. Pour transporter ça, ça a un coût. Donc, c'est pour dire que notre pays a beaucoup de potentialités. Très souvent, quand finalement, on a dit, les États-Unis qui nous donnent du maïs et tout ça, et on attend des trucs comme ça,
Ça fait mal. Vous voyez, l'ensemble du territoire national, ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, là, et on attend que ça soit les autres. Non. Voilà pourquoi il dit notre pays est un très très bon pays. Au moins qu'on puisse se parler, se dire ce qui ne va pas, qu'on écoute, et s'il a raison, il dit a raison. S'il n'a pas raison, il dit il n'a pas raison, il va corriger. C'est le dialogue, l'écoute et le dialogue. Ça va être la base de tout ça. Alors, si on dit, on parlait de l'indépendance et tout ça, oui, chacun doit pouvoir jouer sa partition. Chaque citoyenne et chaque citoyen doit pouvoir se considérer comme le maillon d'une grande chaîne. Et pour se dire, s'il doit avoir un maillon défaillant, ça ne serait pas son maillon à elle ou à lui. Sinon, c'est une grande chaîne. Un seul maillon défaillant, c'est toute la chaîne qui est en panne. Voilà pourquoi moi je vous félicite d'avoir le courage d'aborder cette question-là. Et pour qu'on en parle, personne ne viendra le faire à notre place. C'est ce que j'appelle les non-dits de l'histoire politique. Il y en a qui ne cherchent pas à savoir ce qui s'est passé et prennent des décisions. Non, avant de prendre des décisions à un niveau donné qui engage l'avenir d'un pays, il faut faire beaucoup attention. J'étais là, vous avez vu, un jour, le maire de Porto-Novo, au cours d'une grande rencontre, à l'amphithéâtre, sur le campus, il disait, ben voilà, il s'énervait là pour dire, voilà, c'est Porto-Novo est la capitale du Bénin, mais, comment on appelle, Porto-Novo est la capitale de notre pays, et bien, qui n'a pas les attributs de capitale. Et c'est là, en intervenant, je l'ai dit clairement devant tout le monde, il n'a qu'à aller interroger l'histoire de Porto-Novo et il va comprendre. Et je l'ai expliqué. Il dit, les conditions que je viens de le dire là. Voilà les faits. Donc, progressivement, tout ça s'est dépassé. Qu'on en arrive à se dire, nous en frères, on a tellement de rapports, de relations aujourd'hui, tels que il ne faudrait pas qu'on puisse gêner l'évolution harmonieuse des générations actuelles et futures. Vous avez vu, dans le logo Fraternité, Justice, Travail, justement, vous avez vu, il y a la citation de quelqu'un dit, quand vous avez entendu que le Dahomey, le quartier latin, vous avez entendu ça, non? Le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest. Mais on s'arrête là, on bombe le torse, on dit quartier latin. Mais ils ont dit, il y a comment on appelle le paragraphe qui suit. Mais cet intellectualisme empreint de méchanceté, de mesquinerie et de nature à enterrer le développement de ce pays. Voilà. Nous sommes très intelligents, dans le monde et tout ça là, on bombe le torse, mais nous avons un mal. Il faut qu'on ait le courage de reconnaître ça pour nous corriger. Et le courage, c'est le mesquinerie. Méchanceté. C'est cela. Voilà les deux mots fondamentaux, n'est-ce pas, qui nous minent. La méchanceté. La méchanceté et mesquinerie. Alors, si on en prend conscience, on va avancer. Cette mesquinerie-là, méchanceté, pourquoi c'est tel, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. On ne cherche pas à savoir, est-ce que réellement il en a la compétence, dans la qualité ou pas. C'est le problème de fond, ça. C'est pour cela que chaque fois, à chaque occasion, on se retrouve et dit, faisons attention de nous regarder nous-mêmes, à quel niveau se situent nos problèmes, nos insuffisances, pour pouvoir compléter. Parce que nous voulons que les générations futures soient meilleures à celles d'aujourd'hui. Absolument, c'est fondamental, ça. Alors, lorsque eux-mêmes, ces Français, vous avez vu, ceux qui nous ont, parmi les colonies françaises, eux-mêmes savent que la colonie de Dahomey est une colonie particulière. Parce que ce qu'ils voient, ils entendent. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, par rapport à ce qu'ils entendent ailleurs, ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi ils ont un autre regard sur notre pays. Il y a le Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Et à cause de certaines particularités qui les citonnent eux-mêmes, je vous dis sincèrement. Et ça, ils ont tiré, vous voyez, les comportements. Parce que quand vous avez vu Péperti, qui était, comment on appelle, qui était celui sur qui s'appuyait Maga dans le nord, et comme le grand-père au pied ici pour à Piti,
eux-mêmes, au niveau des plans, ils se communiquent par rapport au comportement, aux cultures des uns et des autres. Je dis bien aux cultures des uns et des autres. Quand Opier est décédé, c'est encore un autre prêtre qui l'a remplacé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, vous comprenez. Bon, sinon, aujourd'hui, on dit, bon, mais qu'est-ce que les prêtres vont avoir pour l'Assemblée? Parce que aussi, ils sont eux qui sont au niveau des campagnes, avec les populations. Ils entendent ce que les populations disent et ils rendent compte à qui de droit. Et c'est en cela qu'ils en arrivent à avoir un système un peu particulier par rapport à nous, Dahoméens, aujourd'hui béninois. Comme je le dis et je le dirai toujours, le Créateur n'a pas créé deux individus identiques. Chaque individu est unique. C'est là toute la leçon que le Créateur a voulu nous faire. En tant qu'unique, en ton genre, tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Et pour avoir ce que l'autre a, ce n'est que le dialogue, l'écoute, le pardon. Et en souhaitant une joyeuse fête de nos 63 ans, je voudrais sincèrement demander aux citoyennes et aux citoyens béninois, quelle que soit la nature, quel que soit leur bord, je dis bien, quelle que soit leur nature, quel que soit leur bord, nous avons quelque chose de précieux, c'est le Bénin. Et c'est de pouvoir contribuer autant que possible à opérationnaliser notre rêve commun qui est consigné dans notre fraternité, justice, travail. Fraternité, justice, travail. Faisons en sorte que nous puissions opérationnaliser ce rêve-là dans l'intérêt de tout le monde dans notre pays. Je vous remercie pour votre bien-être à l'écoute.